Alors, bonjour à tous. Bonjour à tous. Que de bonjours agréables ce matin. Annick, Lizzie, Fran, Hugo, Annie Blanc. Ça va tout le monde? Parce que nous, ça va très bien. Donc là, vous avez un écran quasi psychédélique avec 60K. Et ben voilà, Fréquence Populaire a basculé dans la famille des 60 000 abonnés hier soir, pendant la diffusion de l'interview d'Emmanuel Todd. En fait, à dire vrai, nous sommes déjà, à ce que je vois, 61 300 abonnés, déjà ce Ouais. matin. Je suis très déçu, on n'a jamais le temps de célébrer. Ça va trop Bon, vite. voilà. Donc, bah, c'est une très, très belle nouvelle. On est très contents. Heu, le média qu'on est en train toujours de construire avec des couacs et des petits problèmes, mais bien, grossit, s'améliore. Hem, à tous ceux qui sont déjà là et on réinsistera, peut-être que Pedro peut le mettre dans le fil. Est-ce que vous pourriez, pour nous aider et être informés, vous abonner au fil Telegram, de, Fréquence Populaire, et sur le compte Twitter? Puisque, en fait, si on est, très, très bien sur YouTube, et sur la croissance sur YouTube, où, on peut regarder, nos vidéos, sur les réseaux parallèles d'information, on est pour le moment encore un peu faiblard. Donc voilà, n'hésitez pas à, voilà, à rejoindre ce lien. Ça Tout à serait fait. ça serait ça serait ça serait super. Voilà, je vous remercie d'avance et puis n'hésitez pas, comme je le disais, à ceux qui veulent bien nous aider, bien à faire connaître et à, vous proposer, à ceux que vous connaissez, plus ou moins bien, sur vos réseaux, bah, de s'abonner. Ça coûte pas grand-chose, sur la chaîne YouTube, sur Telegram, sur Twitter, sur TikTok, mais d'abord sur la chaîne YouTube, bien sûr. Voilà, donc 61 000 maintenant, abonnés. Beh, félicitations, Pedro. Bah, je félicite surtout nos spectateurs parce que sans eux, on serait rien et vous avez été très nombreux hier pour le lancement de notre nouvelle émission, hem, qui remporte un très grand succès. Je crois ce matin, les dernières stats, on était quasiment à 90 000 vues, donc c'est un très, très bon démarrage. Pour ceux qui l'ont pas vu, bah, allez voir. Allez voir aussi, la dernière C'est vidéo ce que de nous écrit, Hypatie. Il y a pas de problème, vous aurez le temps de le voir. Parce que ce qui est important avec cette, vidéo, cette nouvelle émission, parce que comme le dit Pedro, c'est une nouvelle émission, récurrente, pour le moment, a priori mensuelle, mais on verra si on n'augmentera pas la fréquence, mais pour le moment, elle est mensuelle, avec Emmanuel Todd, qui sera interviewé par notre excellente Diane, qui a très bien mené cette interview. mmh, Et c'est un format qu'on a décidé avec Emmanuel Todd. C'est un format particulier où Emmanuel Todd ne va pas faire du commentaire, à la petite semaine, ne va pas faire du commentaire comme nous, matinal sur les événements de la veille. Non, il va, s'exprimer avec cette chance immense, sur Fréquence Populaire, ce qui est quelque chose d'extraordinaire pour nous, mais quelqu'un comme Emmanuel Todd reconnaît le travail qu'on fait. Donc on est très content et Emmanuel Todd souhaite avoir un endroit où il va s'exprimer, longuement, prendre le temps de faire des analyses longues pour comprendre quels sont les les courants marins profonds, qui meuvent, l'humanité et le monde en ce moment et dans quelle direction, plutôt que de s'attacher à l'écume des jours, à l'écume des informations de l'actualité quotidienne. Ça, on va s'en charger nous avec avec notre embarcation, moi et Pedro et tous nos invités et Tristan, et Florent et Eric, au quotidien. Donc voilà, une émission récurrente d'analyse longue, bien sûr un peu thématisée. Donc hier, c'était une émission axée, sur les États-Unis, ce que deviennent les États-Unis, ce que devient l'Occident. C'est évidemment relatif à son livre, La défaite de l'Occident, et la spécificité de Donald Trump. Voilà, donc à bientôt pour un autre nouvelle interview d'Emmanuel Todd avec Diane sur un autre sujet, ce sera sûrement l'Allemagne, et la situation de l'Europe
en général. Merci Georges pour Et cette Mad introduction. Mel Gibson me dit que Diane était super. Bah ouais, elle était super. Oui, d'ailleurs, je remarque, on sait que ça marche parce que on voit qu'on a de plus en plus de haters et donc moi ça me fait plaisir parce que ju non, justement, ça prouve que quand on dérange personne, c'est qu'on n'est pas intéressant. Donc quand ça dérange, quand ça crée du débat et cetera, ça prouve bien, que qu'on vise juste Mais et tu as raison, Pedro, parce que, heu, nos dirigeants, évoluent, comme ils peuvent, en général pas trop bien. On avait un Nicolas Sarkozy qui disait: «Si tu as pas ta Rolex à 50 ans, tu as raté ta vie». À une autre époque, Clémenceau, Georges Clémenceau disait comme toi: «Si vous n'avez pas d'ennemis, vous avez raté votre vie et vous ne faites rien». exactement et donc voilà, c'est je pense que c'est important et c'est aussi, là où, personnellement, je m'estime content, c'est de voir qu'on a une vraie communauté et là, tous les matins, on retrouve les mêmes, on a l'impression de partager un café ou un jus d'orange avec vous et donc ça fait très plaisir. Et le but, c'est de continuer à développer ces médias-là et je vais vous annoncer une chose, nous avons, passé, un label que nous avons créé nous-mêmes et donc nous sommes un média garanti 100 sans oligarques. Voilà. C'est je pense que je vais pousser ce label, plus loin puisque aujourd'hui les médias malheureusement, c'est beaucoup l'oligarchie et peu les Oui, alors c'est un petit problème parce qu'on est conforme à ce que voulait le programme, des jours heureux du Conseil national de la résistance, c'est que les médias, la presse se débarrasser des influences étrangères et des puissances d'argent, sauf que, ça ne met pas beaucoup de beurre dans les épinards, hein. oui. Beh, mais c'est important de le rappeler parce que certains, voient les émissions, quand je vois certains commentaires où ils disent: «Oui, mais votre décor». Ah mais moi j'adorerais avoir des studios, type, TF1 ou et cetera. Mais On va bon, néanmoins améliorer les décors. non mais bien sûr, on fait, mais à un moment les gens doivent se rendre compte que tout ça, n'est pas gratuit. C'est-à-dire qu'il faut quand même, les déplacements et cetera mais en même temps, moi, on ne démérite pas donc moi je trouve ça très bien et il faut continuer et ça prouve que cet engagement paye et que, auprès de vous et grâce à vous aussi, les sujets, les invités et cetera. Mais on va Et peut-être c'est une enchaîner forme particulière de manière d'aborder, l'actualité et l'analyse du monde, voilà. tout à fait. Bien évidemment, est original. Donc on a pour le moment 2 invités récurrents, qui sont, les excellents Jacques Sapir et Emmanuel Todd et bientôt un troisième, mais ça sera encore une autre surprise. Mmh. Alors, on va commencer sur un sujet un peu léger, heu, un sujet, qui va faire plaisir, à Georges ou pas, qui est apparemment, même, dans l'entraînement, des du personnel les plus sensibles et ben, on fait des conneries et parce que, bah, c'est plus ce que c'était, que les réseaux sociaux, heu, posent énormément de défis et que donc on découvre donc Strava pour ceux, qui ne sont pas du tout sportifs, c'est un réseau social qui permet de partager ses performances sportives. Or, ça a été le cas, avec des militaires américains qui, par exemple, couraient autour de leur base qui n'existe sur aucune carte et d'un seul coup, on voyait plein de gens qui couraient en carré, par exemple, autour de quelque part qui, n'existait pas et donc on découvrait que, bah, c'était, des bases secrètes et cetera et on découvre donc maintenant que des, sous-mariniers, c'est plus comme ça qu'on les appelle, bah, ont fait la même chose et qu'est-ce que ça dit justement sur, la formation au sein de nos armées et l'imprudence? Parce qu'on parle quand même de sous-marins nucléaires, c'est un peu gênant. Alors tu as mis ça sur le dos des Américains, mais malheureusement, l'application Strava, il y avait déjà eu un Strava leak en France en 2018, en Syrie, Jordanie et là, c'était carrément les agents de la DGSE.
Donc vous retrouverez facilement, ces informations. Donc les espions de la DGSE ont été identifiés à cause de l'application sportive Strava, et ceux dont tu parlais là, des gens qui courent autour d'un camp ou dans un camp, eh Mmh. beh, c'était les Français aussi. Donc bon, heu, c'est assez problématique de la part, de spécialistes de la Direction générale de la sécurité extérieure, hein, la DGSE, c'est-à-dire nos espions, notre CIA, notre Mossad, notre FSB. Et les sous-mariniers, c'est aussi très embêtant car tout l'intérêt du sous-marin, c'est le silence. On fait des efforts considérables pour réduire le bruit des moteurs, pour que ces sous-marins puissent naviguer de manière parfaitement silencieuse et indétectée, puisque c'est tout l'intérêt en particulier des SNLE, c'est-à-dire les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, c'est le petit nom de nos sous-marins nucléaires qui assurent le cœur de notre dissuasion nucléaire. Ça dit aussi un problème qu'on a avec nos armées, puisque la base principale de nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, elle est à l'île Longue. Et il y a quelques années, le télégraphe de Brest, un journaliste avait révélé que, ça c'était à la fin des conséquences de la fin du service national, eh bien, la base était gardée de manière très, très, très légère, compte tenu de quoi il s'agit, hein, quand même de la dissuasion nucléaire française. Et il avait réussi à poser un gros sac à dos qui n'avait pas été fouillé le long de la coque d'un de nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Il avait découvert aussi dans cet article que la baie qui protège, qui est devant l'île Longue, eh bien, était surveillée par un Zodiac de la gendarmerie. Donc on a là des failles de sécurité assez sévères. Euh, et le problème, c'est pas toujours l'espionnage russe, chinois ou américain. C'est aussi ce qu'on fait mal et de travers. Donc il y a bien évidemment, je pense, un manque de culture de sécurité. On le voit, c'est souvent dit pour les entreprises. Et il y a sûrement un manque de moyens dans ce domaine. Il faut rappeler que Sun Tzu, dans l'art de la guerre, disait que s'il y a un domaine principal à financer, euh, c'est celui du renseignement, c'est le cœur, c'est ce qui doit être fait avant toute chose dans une armée. On a des grosses failles. Alors, je ne sais pas si tu dis que c'est un sujet léger, je ne sais pas si c'est tellement léger, c'est surtout un peu ridicule, ça nous C'était un ridiculise, sarcasme. un peu ridicule, ça nous ridiculise. Et voilà, il faudrait mettre un terme. Bah, c'est surtout que on le voit, hein, pour le manque d'éducation à la sécurité numérique est un vrai sujet. J'ose, rappeler, l'affaire, de la poutre, hein, l'affaire de la poutre très connue qui a empêché un certain Benjamin Griveaux de pouvoir se présenter à la mairie de Paris parce qu'il envoyait des photos, de son pénis sur les réseaux sociaux à des femmes. Quand on atteint un certain nombre de responsabilités, on doit savoir que on va être espionné, potentiellement. Donc on prend pas un téléphone, lambda acheté dans le commerce, on télécharge pas n'importe quelle application. Il y a un minimum de choses à respecter. Mais en France, bon, de toute façon, on a un président qui a été espionné par la NSA et apparemment, ça a pas fait de remous, donc on n'a pas l'air de problème avec ça. Alors, un coup, Stinger nous écrit: vous voulez une faille de sécurité? Certaines bases militaires ont donné la surveillance du périmètre des sociétés privées. Pour aller sur le terrain d'entraînement, on était obligé d'appeler un organisme de télésurveillance afin qu'il ouvre le portail. Eh oui. Non mais et après on veut faire la guerre à la Russie? Non, moi je dis rien, hein. C'est il faut faire attention et parce qu'à un moment, il faut être sérieux et c'est vrai que là, des sous-mariniers, surtout qu'en plus les sous-mariniers font partie de ceux qui reçoivent la formation au silence la plus poussée. Puisque quand ils sont dans le sous-marin, ils n'ont aucun contact avec l'extérieur. Il faut savoir que même parfois, quand il y a des décès dans les familles, pendant les plongées, les sous-mariniers ne l'apprennent qu'après, le retour du sous-marin.
Ça arrive régulièrement. Donc c'est quelque chose de, comment ça s'appelle? Très, courant et très tendu. Donc voilà, il c'est incompréhensible que ces gens-là n'aient pas eu cette expérience de se dire, «Bah non, on montre pas où on est». Surtout qu'en plus Strava, ça met bien la position GPS et tout, c'est ça qui est dingue en fait. À la limite, ils partageraient: «J'ai couru 4 kilomètres», on s'en fout, mais ça fait exactement le périmètre. Enfin bref. Passons à un autre sujet justement, militaire, c'est-à-dire que après la découverte des, fameux soldats, fantômes nord-coréens, maintenant on découvre qu'en fait, il y a pas de Nord-Coréens, mais il y aurait des tirailleurs sénégalais ou camerounais en l'occurrence et que c'est eux qui feraient tous les bataillons des Russes et que les Russes ne seraient plus au combat. Donc quelle est la prochaine, on va dire invention? Ça va être quoi? Des Vénézuéliens la prochaine fois? Quand on n'aura pas trouvé les Camerounais? Qu'est-ce que tu en penses, Georges? Bah, c'est Non, parce qu'ils ont pas trouvé les Nord-Coréens, il fallait bien, tu vois? Et c'est ça devient grotesque à ce niveau-là. l'émission de tout à l'heure sur, de ligne de front sera sur les soldats coréens sur le front russe. Mais c'est Mais voilà, mais il est camerounais. donc alors, on peut spéculer, c'est quoi? Non, les Australiens, c'est pas possible. Mais il y a des combattants, par contre, Oui, il y a des combattants, africains, hein. Il y a eu des recrutements, il y a eu des engagements, il y a eu des engagements volontaires en Afrique. Il y a des combattants, afghans, c'est quand même le comble. Bref, il y a aussi du côté, des Russes une forme d'international, hein. Mais tout à comme il y a chez les Ukrainiens, il y a massivement des combattants, polonais, lituaniens, canadiens, américains. Peut-être un peu moins ces derniers temps vu le volume des pertes, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de pertes, par exemple du côté polonais. Bon. Ce qui est un peu ridicule, c'est, de ces messages, qui ont vocation, qui ont une vocation politique, à mystifier notre population. Évidemment que ça n'a aucune incidence sur le cours de la guerre. Alors, Uncle Stinger dit qu'il y a des vidéos de 2 soldats, nord-coréens arrêtés et blessés aux mains. Effectivement, j'ai vu, mais on parlait quand même de 10 000 hommes. Et il faut savoir une chose et qui est très peu dit, alors Georges le rappelle, souvent, c'est qu'il y a énormément d'ethnies en Russie et si vous plus vous allez proche de l'Extrême-Orient, plus vous allez avoir des Russes qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau à des Chinois ou à des Coréens ou à des Mongols et il faut être vraiment très fort pour pouvoir faire la distinction. Donc nous, on a la vision du Russe, façon, film de Rocky Balboa, le blond aux yeux bleus, et cetera. Mais c'est pas les Russes, en fait, ils sont très, très, très divers et donc voilà. Alors, Rocky Balboa n'est pas blond, aux yeux bleus. Il Non, est non, je parlais de totalement celui, tu te italien. souviens qui il se bat contre un Russe? Dolph Lundgren, qui n'est pas Exactement. russe, mais Dolph Lundgren incarne un russe. Pedro, regarde, je t'ai envoyé une petite, photo. Est-ce que tu peux la mettre en ligne rapidement, s'il te Oui, plaît? tout à fait. Alors, donne-moi quelques secondes. Sur ce sujet, c'est un petit spoiler sur la vidéo de tout à l'heure, les soldats nord-coréens. Alors, si je me trompe pas. On va y arriver. Oui, non, mais je retrouve, l'image. Voilà. Sur Telegram, je te l'ai envoyé. Non, non, c'est bon. Alors, vous voyez ce jeune garçon-là, je ne sais pas comme ça spontanément dans quel pays vous le mettriez, s'il est coréen, chinois, heu, thaïlandais. En tout cas, c'est Roman Chokjev, il est russe et c'est le nouveau plus jeune, maître international d'échecs. Il a 9 ans et voilà, donc c'était pour illustrer ce que disait Pedro. Heu, la Russie, c'est un pays, qui a une histoire complexe, longue, c'est une logique, il y a un logiciel impérial, comme le dit l'excellent Jean-Robert Rivio
Heu, il y a énormément d'ethnies, c'est très, très revendiqué, en Russie et puis pour ceux qui connaissent la Russie, eh bien, il y a toutes les couleurs de l'Asie et toutes les compositions possibles et imaginables. Donc des gens qui ressemblent à des Coréens, vous en avez un paquet en Russie. Mais en plus, spoiler, il y a des Coréens du Nord en Russie, mais pas vraiment sur le front. Allez, ça sera pour tout à l'heure. Alors, on va passer des Coréens du Nord, aux Chinois. Alors, il faut savoir que aux États-Unis, à l'heure actuelle, se joue, quelque chose qui est l'interdiction, de TikTok. Alors il faut savoir que, c'est un feuilleton, qui a commencé il y a quelques années, en particulier sous le premier mandat de Donald Trump. Mais tout d'abord, alors je vais juste faire un rappel très rapide, de ce que c'est. Alors TikTok à la base, c'était, donc il y avait une application, chinoise qui s'appelait Douyin. Donc et il y avait une autre application, elle, américaine, qui s'appelait Musical.ly et Musical.ly est donc une application américaine. Or cette application a été rachetée donc, par, ByteDance, donc la maison mère de, donc de TikTok, pour en faire l'application TikTok, donc en 2017. C'est quelque chose qui est très mal passé aux États-Unis, parce que les États-Unis, ils ont aucun problème pour acheter, les joyaux de la couronne de tous les autres pays. Par contre, quand ils se font racheter des entreprises qui marchent très bien, c'est un peu un camouflet. Donc déjà, ça, c'est quelque chose qui a toujours, qui est mal passé, que les Chinois, comme ça, rachètent des fleurons américains, ils étaient pas habitués. Mais par la suite, donc TikTok a connu une croissance exponentielle. De manière régulière, les, États-Unis ont accusé, TikTok d'être un outil de surveillance au service des Chinois. Tout en oubliant que Facebook, WhatsApp, X et tous les autres outils américains, par contre, eux, n'espionnaient pas du tout pour la CIA et le département d'État, c'est une vue de l'esprit. Donc effectivement, il y a une très grande hypocrisie de la part des Américains, c'est-à-dire ils ont le droit de nous espionner, mais on n'a pas le droit de les espionner. Bref. Et encore faut-il que tout ça soit avéré. Pour l'instant, il n'y a aucune preuve réelle que, TikTok serve d'outil de surveillance de masse. Il n'y a eu aucun WikiLeaks, personne n'a jamais sorti, d'infos là-dessus. Par contre, des infos qui sortent, la collaboration des GAFAM au service de surveillance, américain, ça, il y en a eu beaucoup. Mais bon. D'autant plus que, l'espionnage de masse, Pedro, comme tu sais, heu, on a toujours le problème de l'analyse des données, reçues. C'était le cas pour les Américains avec le système d'espionnage de masse, Échelon, qui collectait des informations, l'ensemble des emails, tous les appels téléphoniques. Et en fait, le souci, mais c'est que, in fine, malgré des super algorithmes, malgré l'IA, il faut in fine des officiers traitants qui connaissent les sujets et qui puissent trier l'information. Donc souvent, c'est pas toujours si intéressant que ça, une masse brouillonne d'informations dont 99,9% n'a absolument aucun intérêt pour le renseignement d'un pays. Et donc voilà, après, donc en avril de cette année, le Congrès américain a adopté une loi, hein, on parle bien d'une loi. Pour moi, c'est un truc assez dingo. Forçant, donc exigeant que Biden, donc la maison, mère de TikTok, vende TikTok à une entreprise approuvée, hein. C'est-à-dire que c'est même pas n'importe quelle entreprise. Une entreprise approuvée par le gouvernement américain avant le 19 janvier 2025. Faute de quoi l'application serait interdite aux États-Unis. Imaginez qu'en France, on décide que, nos députés, à l'Assemblée décident que Coca-Cola a jusqu'au 17 septembre 2026 pour vendre, à, un brasseur français, faute de quoi il sera interdit sur le territoire français. Je pense que tout le monde rirait aux éclats. Bah, c'est un peu ça, en fait. Même pire, un brasseur approuvé par le gouvernement français. On est dans un délire complet, mais qui correspond bien à la vision des Américains sur le monde. C'est-à-dire
ils considèrent que ils sont la police du monde, qu'ils ont leur mot à dire sur tout et que Ah oui, c'est un délire de souveraineté quand même, Pedro. Il n'y a rien de il me semble que enfin, moi je suis moins oui, pour Coca-Cola, ça serait ridicule. Pour, TikTok, ça l'est moins quand on est dans cette logique-là. En particulier d'affrontement avec la Chine, puisque c'est de ça dont on parle. Il y a déjà une oui, guerre commerciale qui avait sous Trump, sous Biden, donc là ça continue. Petit clin d'œil aussi à ceux qui, souhaitent l'interdiction de TikTok, pardon, de X en Europe. Quand on regarde la carte des interdictions de X, bon, ben, ça nous mettrait avec la Corée du Nord, la Chine, la Russie, l'Iran, l'Afghanistan, qui ont interdit X sur le territoire. Bon, oui, mais ce qui me choque, c'est pas le alors fait que j'imagine que d'un côté ou de l'autre, il y a des petites raisons qui sont liées au conflit en cours. tout à fait, mais moi ce qui me choque pas, c'est de demander à une entreprise d'avoir un siège, une filiale. C'est pas la même chose que demander la vente intégrale de cette entreprise à, un national. Parce que ton entreprise je veux dire, si demain, le Mexique demandait à Carrefour la vente de ses actifs au Mexique au profit d'une entreprise mexicaine, ça aurait pas de sens. Qu'il y ait une filiale avec un directeur nommé du pays et cetera, ça je suis d'accord, c'est une question de souveraineté. Maintenant, si vraiment, un produit étranger te gêne, tu l'interdis. Tu forces pas Moi, ce sa que je vente. trouve particulièrement désagréable, nous concernant Français, c'est quand, heu, en raison de la faiblesse de nos dirigeants et de leur atlantisme forcené, heu, une entreprise comme Alcatel, leader mondial de la téléphonie, au début des années 2000, est forcée à la vente, comme le sera plus tard Alstom, par les Américains, est forcée à la vente à une entreprise quasi inexistante, un truc qui s'appelle, Lucent, c'est devenu Alcatel-Lucent, qui est une entreprise, qui a été, une entreprise, en tenue en sous-main, par la CIA. Et c'est formidable comment après, tout un tas de téléphonies, extraordinaires et nouvelles sont apparues, aux États-Unis, puisque, comme d'habitude, les brevets ont été pillés. Voilà. Donc bon, qu'ils fassent ce qu'ils veulent chez eux, c'est chez eux, hein, Pedro. Par contre, c'est très, très, très agaçant quand ils forcent la main, et nous pillent nos fleurons industriels. Tout à fait, mais c'est pour ça que je trouvais, lunaire cette loi, c'est-à-dire que de forcer la vente d'un actif, heu, l'interdiction pourrait être suffisante. Mais on voit qu'effectivement, je pense que c'est lié aussi à cette première vente. Alors Hippolyte, souligne et je pense à juste titre que ça ne le gênait pas quand un prince saoudien possédait un tiers de TikTok, de Twitter. Effectivement, de toute façon, on voit bien qu'il y a un conflit ouvert avec les Chinois, heu, mais au-delà de ça, ce qui est drôle, c'est que comme la technologie a toujours, de l'avance sur, on va dire, les lois, et ben, les utilisateurs américains sont en train de tous de migrer en masse sur une appli, donc concurrente de TikTok, qui s'appelle Rednote et devinez de quel pays est cette appli? Chinoise, et donc en fait, ils ont tout gagné. Et C'est-à-dire que elle fait carrément référence au petit livre rouge, de Mao, là, pour le coup. exactement, et c'est ça, et avec des utilisateurs qui disent: «Cher gouvernement, on préfère apprendre le mandarin qu'utiliser Meta», donc Meta, les outils de Facebook. Donc on peut dire qu'en termes de comment ça s'appelle? D'efficacité de communication, c'est niveau zéro, et de toute façon, les interdictions des réseaux sociaux ne marchent jamais réellement. Ce qui marche, c'est effectivement de créer des réseaux sociaux nationaux. On le voit en Russie, avec, vContact, ou même en Chine, ils ont leurs propres réseaux sociaux. Ça marche. Mais essayer d'interdire un réseau social qui marche dans ton pays, sous prétexte qu'il y a l'ingérence étrangère, je crois que ça n'a jamais marché. Mais c'est vrai qu'il il va falloir quand même une réflexion là-dessus, parce qu'à un moment, je pense que nous, le reste du monde, on va dire aux États-Unis, d'arrêter aussi de se permettre des choses qu'ils n'autorisent pas les autres à faire. Et c'est vrai que cette logique du lawfare, il va falloir, y mettre un terme, et il va falloir, je pense, un peu, bander les muscles, et peut-être que grâce aux BRICS, ça va un peu se rééquilibrer, puisque, ça nous a coûté très cher comme tu l'as dit, mais pas qu'à nous, hein, beaucoup de pays, et c'est vrai que
ça fait aussi partie des éléments centraux de la détestation des Américains dans le reste du monde. Alors, il y a une autre nouvelle là plutôt positive alors que je vais partager, tout fraîche de ce matin, qui est que, alors bon, depuis que le cessez-le-feu a été, j'allais dire, donc il y a un accord de cessez-le-feu, mais maintenant, la fenêtre s'est actualisée. Israël accuse déjà le Hamas de remettre en cause certains points de l'accord du cessez-le-feu. Bon, ce que je voulais, en discuter avec Georges, c'est justement l'instabilité. Est-ce que c'était un vrai accord? Bon, bah, je pense qu'on a déjà plus ou moins une réponse. Peut-être que tu as une réaction, à chaud, Georges, là-dessus? On Oui. a là un sujet, très complexe qu'on traitera, dans une autre émission. Heu, Juste ce qu'on peut dire, c'est qu'espérons qu'il y ait réellement un cessez-le-feu, car la situation, humanitaire est absolument dramatique, à Gaza. Elle est dramatique depuis des mois, des mois, des mois et des mois, puisqu'on y a, un massacre, massif de civils, heu, reconnu par l'ONU, heu, complètement inutile, puisque les spécialistes, disent que le Hamas, a déjà, reconstitué ses forces, combattantes, et que toute une série de ces, cadres, vont être libérés dans le cadre, de l'accord de cessez-le-feu. Un millier de prisonniers palestiniens, c'est pas très, très clair, et puis, il faut qu'il y ait un accord du gouvernement, du cabinet de sécurité de Netanyahou, qui est l'instance décisionnaire. Or, les forces d'extrême droite ultra-religieuses représentées par Ben Gvir et Smotrich, elles, euh, on, on dit qu'elles quitteraient la coalition s'il y avait un accord de cessez-le-feu. Il faut déterminer aussi quel a été le rôle de Donald Trump. On dit qu'il a été important en raison de sa relation avec Netanyahou. Le problème, c'est que absolument rien n'est réglé. Ni du côté des extrémistes israéliens, puisque les Palestiniens sont toujours là et que le Hamas s'est reconstitué. C'est juste un tas de ruines horribles, Gaza, avec beaucoup de morts et énormément de ressentiment. Euh, de l'autre côté, il y a un cessez-le-feu assez scabreux, complexe avec le Liban, puisqu'il y a régulièrement des bombardements, y compris à Beyrouth, parfois massifs. On a Israël qui continue à progresser dans le Golan syrien. Et on peut craindre que ce cessez-le-feu, qui pour le moment est limité dans le temps, déjà il faut qu'il se mette en place, n'ait été négocié avec des autorisations, ou plutôt de détourner le regard sur de nouvelles implantations de colonies en Cisjordanie, qui est le prochain front des extrémistes en Israël. Donc voilà, c'est à suivre. Moi, je suis assez circonspect. Depuis que j'ai 18 ans, je lis dans la presse parler de paix et de cessez-le-feu entre Israéliens et Palestiniens. On voit où on en est aujourd'hui. Allez, on est Mer un peu en retard, Ouais. même carrément, et donc on va peut-être éviter certains sujets Alors, et pas tout faire parce qu'on ne va pas y arriver, surtout des gros sujets comme ça. tout à fait. Beh, de toute façon, le sujet à la Ouais, base. vous avez une réunion de comité de direction, de rédaction là en ligne. S'est mis d'accord sur certains sujets, mais comme c'est Pedro qui a la main, je ne sais pas ce que Pedro va choisir, mais s'il choisit ce à quoi je pense, on en a pour 2 heures. Non, non, pas du tout. Si. Non, alors, et juste très rapidement, donc il y a un discours d'adieu, de Joe Biden, et on pourrait se poser la question, finalement, il est peut-être pas sénile. Alors, le problème, c'est qu'il a, je pense, 100 ans de retard, puisqu'il dit: «Une oligarchie prend forme en Amérique». Alors peut-être qu'aucun conseiller lui a expliqué la nature même du capitalisme, je ne sais pas, ou qui finançait le complexe industrialo, du moins, heu militaro-industriel aux États-Unis. Mais bon, il met en garde contre l'oligarchie qui dirigerait l'Amérique. Je trouve ça
croustillant. Peut-être que tu as une réaction, Georges, vis-à-vis de ce mot de la fin, de Joe Biden. On t'entend pas. Oui, sur le mot de la fin, enfin bon, le mot de la fin, moi je reviens sur l'enquête du, Wall Street Journal qui a toujours protégé Joe Biden, l'enquête récente qui est sortie il y a 2 semaines, 2-3 semaines, juste avant les vacances d'hiver, où, le Wall Street Journal, reconnaissait que, Joe Biden sucrait les fraises depuis le début de son mandat présidentiel et qu'il avait souvent des absences, que les réunions étaient très, très courtes, beaucoup souvent annulé depuis le début. Donc c'est un vrai, bon, on n'est pas américain, mais c'est un vrai problème de la démocratie américaine. On peut légitimement se poser la question, non seulement de qui lui écrit ses discours, ce qui est tout à fait autre chose et secondaire, mais qui a réellement dirigé les États-Unis pendant 4 ans. Moi, je mettrais, je pense que c'est largement Anthony Blinken et Jake Sullivan. Bon, on en a déjà parlé. Alors, dans ce discours, Biden d'adieu en dehors de l'oligarchie, a dit qu'il était ravi parce que son plan de cesser le feu à Gaza a été accepté. C'est tellement honteux que les bras en tombent. C'est sous Joe Biden qu'ont été bloqués 7 cessez-le-feu à l'ONU. C'est sous Joe Biden qu'a été continué à bloquer toutes les propositions de régulation du conflit en reconnaissant 2 États, donc l'État palestinien, et qui a attissé la guerre. C'est sous Joe Biden qu'a été financé massivement et armé l'armée israélienne. C'est sous Joe Biden que Netanyahou a été ovationné en standing ovation 58 fois la dernière fois qu'il a visité le Congrès des États-Unis. Donc, quand on a bloqué toutes les propositions de cessez-le-feu à Gaza et qu'on se vante d'avoir réussi un cessez-le-feu, c'est très limite. Joe Biden a aussi dit qu'il a renforcé l'OTAN et préservé l'indépendance de l'Ukraine. Eh bien, je ne crois pas. Si Joe Biden avait suivi les propositions élaborées, comme en parle régulièrement Jeffrey Sachs ou John Mearsheimer, les propositions faites par la Russie en décembre 2021, il n'y aurait pas eu de conflit. S'il n'avait pas bloqué avec l'OTAN le mémorandum d'Istanbul en avril 2022, il n'y aurait pas eu de continuation du conflit, il n'y aurait pas 1 million de morts et l'Ukraine n'aurait perdu que la Crimée, que de toute façon n'était pas ukrainienne et qui était déjà russe depuis plus de 8 ans. Bon. Il s'est félicité d'avoir vaincu la Chine, vaincu, hein, dans le domaine de la concurrence mondiale, notamment dans l'intelligence artificielle. Bon, voilà, ok, ça reste à voir. Hein. Ah, ne sous-estime pas qu'il soit lui-même une intelligence artificielle. Voilà. Et puis, ça a été remarqué surtout par les Américains. Il a fait une proposition visant à modifier la Constitution des États-Unis afin que les présidents n'échappent pas à la responsabilité des crimes commis pendant leur mandat. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'un de ses derniers actes, c'est qu'il a totalement gracié son propre fils et toute une série de gens auxquels il était lié, sa famille est liée par des affaires douteuses, en particulier en Ukraine, pour qu'ils ne puissent être jamais poursuivis à l'avenir de quoi que ce soit. Bon, c'est assez amusant. Et là, on a un beau signe de cette oligarchie qu'il semble avoir découvert. Voilà, allez, bon vent Joe Biden, et j'espère que ça se passera mieux à l'EHPAD qu'à la Maison Blanche.